Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, cette question, est-ce que l'État se mêle trop des affaires des entreprises, comme l'affirme le patron d'LVMH? Nouveau coup de gueule donc de Bernard Arnault. Emmanuel Macron est-il dans son rôle quand il demande au patron d'être patriote? Et les grands patrons eux-mêmes, est-ce qu'ils ne font pas un peu de politique sans le dire? Autant de questions dont on débattra avec nos invités. On accueillera ensuite le co-réalisateur d'un documentaire passionnant qui est consacré à Zelensky. Yves Joland sera notre invité. Il explore la mue de celui qui s'est transformé en chef de guerre après avoir été l'humoriste star de la télé russe et ukrainienne. Enfin, faut-il développer l'enseignement de l'arabe à l'école publique, comme le préconise le rapport consacré à l'entrisme des frères musulmans? Ce sera le débat de la question qui fâche à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire. On est ensemble pour 1 heure. C'est parti pour Ça vous regarde. Ça devient presque une habitude, on guette désormais les punchlines de Bernard Arnault. Normal quand on est la 6e fortune mondiale, mais sur le fond, a-t-il raison de dénoncer une intervention excessive de l'État dans la gestion des entreprises? On en débat ce soir avec nos invités. Aurélie Trouvé, bonsoir. Alors vous présidez la Commission des affaires économiques à l'Assemblée, vous êtes vous-même économiste et vous êtes député membre du groupe La France Insoumise. Face à vous, Charles Rodwell, bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Vous êtes député membre du groupe Ensemble pour la République et vous êtes président en ce moment même d'une commission d'enquête qui est consacrée aux freins à la réindustrialisation. Vous êtes le tenant d'une ligne plutôt libérale, on va dire, au sein du groupe Ensemble pour la République. Ça vous va? Ça me va très bien. À vos côtés, Philippe Trainard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur honoraire de la chaire Assurance du Conservatoire national des arts et métiers et membre du Cercle des économistes. Et enfin, Fanny Guinochet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique à La Tribune et à France Info et habitué du plateau de Ça vous regarde. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. On commence avec le récap de Marco Pommier. Bonsoir Marco. Bonsoir Clément. Et dans votre récap, vous revenez donc sur ce tacle de Bernard Arnault à Emmanuel Macron. De quoi tu te mêles? C'est un peu le message de Bernard Arnault à Emmanuel Macron hier lors de son grand oral au Sénat devant une commission d'enquête sur les aides publiques aux grandes entreprises. Le patron de LVMH a mis les pieds dans le plat. Je crois qu'il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées. Et en général, ça mène à la catastrophe. Une réponse à l'appel du président de la République au patriotisme économique. Début avril, Donald Trump agite la menace d'une hausse massive des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis. Emmanuel Macron riposte en demandant aux patrons français de suspendre leurs investissements chez l'oncle Sam. Quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Donc il faut qu'on ait de la solidarité collective. Bon alors visiblement, ce mot d'ordre, Bernard Arnault l'a pas vraiment entendu, on va dire. Et pourtant, Bernard Arnault affirme que son groupe est sûrement le plus patriote des entreprises du CAC 40, en payant notamment, vous le voyez, 4 milliards d'euros d'impôts en France l'année dernière, alors que notre pays représente 8% du chiffre d'affaires de LVMH, mais aux États-Unis, c'est 25%. Patriote, oui, mais il est aussi très proche de Donald Trump. Bernard Arnault et son fils se qualifiaient de très bons amis par le président américain lui-même. C'était début mai. Et puis souvenez-vous, le milliardaire était même présent à son investiture. Alors face à la menace des taxes américaines, le cœur du patriote français penche plutôt vers les États-Unis. Il faut négocier, comme ont fait les Anglais. C'est pas, il ne faut pas dire on approuve, on désapprouve. Il faut discuter. C'est le premier marché du monde. Et pour l'instant, cette négociation, je ne suis pas sûr qu'elle soit menée comme il faut, au niveau de l'Europe. Alors on a beaucoup parlé d'LVMH, mais ce n'est pas le seul groupe à faire bande à part. Non, regardez cette photo, elle va arriver début mars. Rodolphe Saadé, le patron français de l'armateur CMA-CGM, se retrouve dans le bureau ovale pour signer un contrat juteux avec Donald Trump. Nous investissons 20 milliards de dollars dans le transport maritime et la logistique, ce qui signifie la création de 10 000 nouveaux emplois américains. Autre exemple, Clément, Sanofi, le groupe pharmaceutique français, va investir 18 milliards d'euros sur les 5 prochaines années aux États-Unis. Pas de délocalisation de la production française, pour autant, affirme la direction du groupe. Mais ce qui choque
à chaque fois, c'est que ces groupes français ont été soutenus par l'État. Crédit d'impôt, niche fiscale, subventions. Selon un rapport de France Stratégie, ces aides représenteraient entre 139 et 230 milliards d'euros chaque année. L'État se mêle des affaires des entreprises, oui, mais il est aussi bien généreux. Merci beaucoup, Marco Pommier. C'était clair et complet, comme d'habitude. Je commence peut-être avec vous, Charles Rodwell. Vous soutenez, vous, la politique de l'offre d'Emmanuel Macron qu'il a déployée depuis 2017. Ça ne vous agace pas d'entendre Bernard Arnault balayer comme ça, presque d'un revers de main, tout ce qui a été fait pour les entreprises par le chef de l'État depuis 2017 ? On ne peut pas demander aux patrons de venir dans nos commissions d'enquête, donner leur point de vue et ensuite s'agacer du point de vue qu'ils expriment pendant. Mais vous ne sentez pas une mise en cause directe de la politique économique menée par Emmanuel Macron depuis qu'il est élu ? Ah non, parce qu'il y a largement contribué, comme la plupart des patrons français, comme la plupart des entreprises françaises. Moi, je suis conscient que depuis 7 ans, nous n'avons pas tout réussi. Mais s'il y a une chose dont je suis fier, c'est de voir que nos entreprises et que les hommes et les femmes qui font tourner ces entreprises ont permis la création de 2,5 millions d'emplois dans notre pays depuis 7 ans. Et 2,5 millions d'emplois, ce n'est pas juste un chiffre, c'est 2,5 millions de familles dont le père ou la mère ont retrouvé un emploi et ont pu tout simplement voir leur vie basculer pour le mieux. Et donc, quand je vois qu'il y a 300 usines qui ont ouvert en solde net dans notre pays depuis 7 ans... Donc là, vous faites le bilan de la politique d'Emmanuel Macron. Mais quand il dit que l'État se mêle trop de la gestion des entreprises privées, pour vous, vous ne sentez pas une mise en cause de la politique ? Nous, la philosophie que nous défendons, c'est qu'en temps de crise, il est normal que l'État vienne abonder. Et l'État, c'est en fait nos impôts. C'est le contribuable français qui, par le paiement de ses impôts, vient intervenir dans l'économie pour répondre aux crises, notamment par exemple la crise Covid ou la crise énergétique. En revanche, la philosophie que nous défendons aussi, c'est que dans une période de croissance, l'État doit reculer. Or, cela fait maintenant près de 30 ans, voire 40 ans, que la place de la dépense publique et la place de l'État dans l'économie française est trop important selon nous, pour tout un tas de raisons dans lesquelles on pourrait revenir, je ne voudrais pas être trop long. Et c'est la raison pour laquelle, moi j'entends le message qui est celui des patrons d'entreprise, qui est de dire que l'État doit se mêler de ses affaires. Encore faudrait-il que les entreprises, à chaque moment de secousse, ne viennent pas toquer à la porte des collectivités ou de l'État pour demander une subvention, un peu d'aide. C'est tout l'enjeu, je crois, de leur activité et de la nôtre. En tout cas, c'est un débat philosophique important à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Aurélie Trouvé, comment vous vous positionnez dans ce débat ? Déjà, on peut se dire que la politique de l'offre du président Macron, excusez-moi, mais est une catastrophe, puisque tous les indicateurs économiques sont au rouge. La productivité du travail est en berne, les investissements productifs diminuent, c'est le cas en 2024, le taux de chômage réaugmente, et même si les créations d'emplois, en fait, c'était surtout de l'emploi très précaire, des apprentis et auto-entrepreneurs. Bref, vraiment, on n'est pas dans un moment du tout... On n'est pas là pour débattre du bilan d'Emmanuel Macron, mais vraiment du rapport entre les entreprises et l'État, de ces relations. Réinvitez-nous avec plaisir sur ce sujet. J'y arrive. En fait, justement, la politique libérale sur le plan économique du président Macron est complètement à contretemps. C'est-à-dire qu'il faut absolument réintervenir dans l'économie. Et d'ailleurs, les Allemands le font. Ils ont prévu des centaines de milliards d'euros d'investissement. On voit bien que le président Trump intervient très fortement et beaucoup plus fortement. Mais même Joe Biden avant lui, l'AERA, il y a eu toute une politique extrêmement forte d'investissement. Je ne suis pas sûr que ce soit ce type de mesure que Bernard Arnault cible quand il dit que l'État s'ingère dans les affaires des entreprises. Après, je vais vous dire, Bernard Arnault, c'est un intérêt privé. Je veux dire, il faut pas avoir de naïveté. Quand le président Macron dit « Oh oui, il faudrait que Bernard Arnault soit patriote », je veux dire, un PDG de multinationale est là pour faire en sorte que la rentabilité des capitaux soit maximale. Voilà, et donc c'est à l'État, évidemment, d'aller réguler tout ça pour que les entreprises, son activité se fasse aussi au bénéfice des salariés et de la société. Donc, évidemment, Bernard Arnault parle comme un PDG, mais sauf que l'État et nous, parlementaires, on agit pour l'intérêt général. Et oui, heureusement que l'État, dans toute l'histoire et dans tous les pays du monde, intervient fortement en faveur de l'intérêt général. Fanny Guinochet, quand Bernard Arnault dit cela, est-ce qu'il traduit un sentiment répandu chez les patrons français, grandes entreprises ou petites On le voyait dans votre sujet, un certain nombre de patrons, là, ces derniers mois, effectivement, s'autorisent
à critiquer une politique qui a pas si longtemps, ils avaient plutôt l'habitude de féliciter ou de valoriser. Donc il y a une vraie rupture. La rupture, moi je la note finalement à l'été dernier. La politique de l'offre qui était perçue comme très pro-business et qui était appréciée par les chefs d'entreprise, elle a été tout d'un coup, les chefs d'entreprise ont changé leur fusil d'épaule quand Emmanuel Macron a fait la dissolution. Ça a vraiment marqué un coup net en disant l'été dernier, mais qu'est-ce qu'il fait le président on est déjà dans une période d'incertitude notoire. Il a déstabilisé l'écosystème. Il déstabilise l'écosystème. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vu les relations État-patron, entreprise, changer. Avant, il y avait toujours des chefs d'entreprise qui se plaignaient de la réglementation, du fait qu'il y ait trop de charges dans notre pays. Mais c'était, regardez, c'était tout ce que vous avez décrit. Regardez, il y a quand même une politique de l'offre. Là, on a vu une vraie césure, une vraie césure entre le pouvoir politique et les patrons, sachant qu'au moment du Covid, ils étaient plutôt main dans la main. Souvenez-vous, Bernard Arnault, ce même Bernard Arnault qui critique, il était allé chercher les masques, il avait transformé les usines en gel hydroalcoolique, ces usines de parfum pour les Français. Donc, il y avait une vraie coopération. Là, il y a effectivement une forme de divorce. Philippe Trainard, votre regard là-dessus. Moi, je me pose une question. On parle de politique économique, ça fait partie quand même des prérogatives d'un gouvernement. Où est la limite pour vous entre le champ de la politique économique et l'ingérence dans les affaires des entreprises ? Bon, je ne parlerai pas d'ingérence, je parlerai peut-être plutôt d'interventionnisme. Je suis assez favorable, au fond, aux propos de Bernard Arnault, quand il dit « l'État s'ingère trop dans la gestion des entreprises ». J'entends bien gestion, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? D'abord, premier point, je trouve qu'il est normal, nous sommes dans un pays libéral, il est normal que différents points de vue s'expriment, dont celui du président appelant à la solidarité, peut-être celui d'Arnault disant « je doute de la solution ». Deuxièmement, la gestion, pour moi, c'est la gestion au quotidien. C'est comment on gère l'entreprise. Et je crois que là, on fait allusion probablement à beaucoup de régulations, beaucoup trop de régulations en Europe, beaucoup trop de régulations surtout qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse pour avantage, qui n'est faite ni au niveau du Parlement européen, ni au niveau du Parlement français. Donc là, vous mettez en cause le travail d'Aurélie Trouvé et Charles Rodwell. Il y a un vrai problème, n'est-ce pas ? Il y a par exemple aux États-Unis, vous avez le CBO, qui est un organisme qui va essayer de peser le pour et le contre économique de façon indépendante d'une mesure économique. Et chez nous, ça manque, ça reste dans le débat politique. Et je crois qu'alors, par rapport aux propos de Bernard Arnault. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est par rapport à l'appel d'Emmanuel Macron de dire « soyons solidaires ». Soyons patriotes. Soyons patriotes. En un mot, soyons un petit peu solidaires face aux États-Unis. Nous sommes face à une administration qui nous a agressés, qui nous a insultés, n'est-ce pas ? Tous les mots sont possibles, n'est-ce pas, sans aucun fondement, qui n'a aucun argument. Et effectivement, je pense, quelque part, nous devons, en tant que Français, être solidaires, même si, au fond, nous ne sommes pas totalement d'accord avec le politique. Moi, je serai derrière Emmanuel Macron parce que je suis Français. Et je pense que là, voyez-vous, ce n'était pas une question de gestion d'entreprise. C'est comment nous gérons non point l'entreprise, mais notre relation avec les États-Unis et comment les Français constituent un front solidaire face à l'action américaine. Charles Rodwell, sur cette question du patriotisme des grands patrons, à cela, Bernard Arnault, il répond ce que Marco Pommier disait, c'est-à-dire moi je paye 4 milliards d'euros par an pour financer l'État français. C'est une forme de patriotisme. J'investis 3,8 milliards d'euros en 2023 en France. Voilà, ça c'est les chiffres qu'il a donnés hier au Sénat. Vous attendez plus de lui ? Moi, j'ai pris bien peu de grands patrons, et d'ailleurs de patrons d'entreprises de taille moyenne ou de petite taille, en défaut de patriotisme. Quand vous êtes patron d'une entreprise qui, depuis 40 ans, a subi tous les boulets aux pieds au monde, les 35 heures par exemple, ou l'explosion du coût du travail, ou l'effondrement de votre compétitivité, ou le fait de vivre dans un pays qui a été incapable de créer autant de richesses qu'une zone commerciale et économique comme celle des États-Unis. Je rappelle un chiffre, c'est que si le PIB de la zone euro et le PIB des États-Unis avaient été égaux au lendemain de la crise des subprimes, aujourd'hui, il y aurait 16 points d'écart. Donc on est dans une zone économique qui arrive à créer moins de richesses que celle des États-Unis.
eh bien quand malgré ça, vous continuez à créer des centaines de milliers d'emplois dans un pays comme la France, eh bien il n'y a pas plus patriotique. Et nous, ce que nous avons essayé de mettre en œuvre depuis 2017, ce n'est pas des chèques aux grands patrons, c'est tout simplement de mener une politique économique qui allait les accompagner à retrouver de la compétitivité au service de tous les Français. On n'a pas tout réussi, mais objectivement, c'est l'exemple que Madame donnait tout à l'heure. Lorsque pendant la crise Covid, nous avons travaillé main dans la main, c'est parce que l'État et les entreprises, notamment les grandes entreprises, mais pas que, ont chacun joué leur rôle, un, pour protéger les Français, et deux, pour relancer notre économie. Ça, c'est notre philosophie. Pour vous, dans ce bras de fer Trump-Europe sur les tarifs douaniers, il n'y a rien à attendre de Bernard Arnault. C'est normal qu'il se comporte comme il se comporte, Bernard Arnault ou les autres. Sanofi, est-ce que, par exemple, Bernard Arnault ou d'autres, d'ailleurs, Patrick Pouyanné, est-ce que vous voyez ces entreprises fermer toutes leurs activités en France pour délocaliser aux États-Unis? Je ne crois pas que ce soit la réponse. En revanche, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Moi, je vous en propose une. Je propose par exemple une solution à la présidente de la Commission des affaires économiques. Nous, la proposition qu'on va faire dans le cadre de notre commission d'enquête, c'est de proposer d'augmenter les taxes carbone aux frontières, européennes ou nationales, le fameux MACF, l'étendre aux produits finis, secteur industriel par secteur industriel, et toutes les recettes qu'on capte de cette taxe carbone, on la dédie à une chose, c'est la suppression des impôts de production. Donc on dit une chose, c'est qu'on taxe l'importateur américain ou chinois qui pollue pour importer en Europe ou en France, et on dédie 100% des recettes à la baisse des impôts sur nos propres entreprises. Donc on pense que c'est une solution qui est pragmatique, qui sert à la fois les Français et qui sert à la fois nos entreprises pour relancer la compétitivité en Europe, et qui en plus nous permet de décarboner. Sur cette question du patriotisme, vous l'avez évoqué d'un mot, vous attendez rien de Bernard Arnault, c'est normal qu'il résonne en patron d'entreprise avec ses propres intérêts. En patron de multinationale, parce que déjà, je rappelle qu'il ne représente absolument pas le patron lambda en France. Je rappelle que 95% des entreprises, c'est des TPE et des PME. Bon, c'est quand même la sixième plus grande fortune de France. Ensuite, du monde, pardon. Et ensuite, je rappelle aussi que Bernard Arnault profite fortement de l'État, de la puissance publique, 295 millions d'euros d'aide publique par an, mais il profite de quoi aussi? Du Made in France et de toute l'image et de tout ce qui est fait en France pour aussi qu'il y ait une formation de qualité et dont bénéficient ses salariés, des infrastructures, 3,8 milliards d'impôts en 2023, 4 milliards en 2024, oui, ça vous parle pas? Mais je dis qu'il profite de la France, et ne serait-ce que le Made in France. Enfin, voilà, il l'a construit sur une image de la France, et donc évidemment qu'il profite de beaucoup de choses qui sont faites en France. Et je le rappelle aussi, c'est quand même, il fait tout pour éviter aussi l'impôt. Je le rappelle qu'il a, je crois que c'est 33 filiales au Luxembourg, des dizaines de filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires. Donc je dis juste que ça n'est pas, je ne voudrais pas mettre sur le même plan tous les patrons de France. On va avancer dans le débat peut-être. Et dernière chose juste sur la gestion, pour vous répondre. Heureusement que l'État, parfois, se mêle de la gestion. D'ailleurs, le Royaume-Uni vient de le faire en nationalisant le dernier haut fourneau en Angleterre. L'Italie l'a fait en nationalisant des hauts fourneaux. Et parfois, les multinationales, et même souvent d'ailleurs, en visant quand même principalement la rentabilité des capitaux, eh bien, elles baissent leurs investissements, leur production, elles baissent leurs salaires et elles sabrent aussi la souveraineté, par exemple, industrielle d'un pays. Et donc, fort heureusement, parfois, et même souvent, l'État doit intervenir, y compris dans la gestion. Fanny Guinochet, j'aimerais qu'on avance peut-être un peu et aller sur l'autre point qui est ressorti de l'audition de Bernard Arnault hier, cette façon qu'il a de donner son avis sur les négociations en cours entre l'Europe et les États-Unis sur les tarifs douaniers. Il faut négocier comme l'ont fait les Anglais avec des concessions réciproques. Si on menace Donald Trump, on aura le résultat inverse. Là, c'est compliqué parce qu'il sort un peu de son rôle. Effectivement, ceux qui négocient, normalement, ce sont les diplomates. Alors, effectivement, là, le risque, c'est d'être jugé parti. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans toutes ces prises de position, finalement, elles n'étaient pas autorisées, entre guillemets, auparavant. C'est-à-dire qu'on ne les entendait pas, les patrons ne s'autorisaient pas à donner leur avis de cette façon-là. C'est comme s'ils prenaient à partir de l'opinion. Voilà, et là, c'est vrai que les commissions d'enquête se multipliant, il y en a eu plusieurs sur la réindustrialisation, là, il y en a une sur les aides publiques. Ça donne du champ aux patrons qui ne sont pas trop encore dans les médias, mais quand même, on voit que la prise de parole, elle prend place. Alors, est-ce qu'elle prend place parce que du côté des organisations qui sont
censées les représenter, comme le MEDEF ou la CPME, est-ce que finalement ces organisations sont en retrait c'est vrai que tout le monde se souvient du MEDEF de Pierre Gattaz. Oui. Le MEDEF d'aujourd'hui, on l'entend moins. En tout cas, on l'entend moins. On entend en tout cas des patrons qui, ad nominem, en fait, se présentent devant les Français pour donner leur avis. On a eu, on le voyait très bien dans votre sujet, des patrons charismatiques, le patron de Total, Pouyanné, le patron de Safran qui dit je veux plus aller dans des villes où il y a des écolos, le patron de Michelin qui explique pourquoi. On va le voir, le sujet. Vous l'avez déjà vu, vous, mais nos téléspectateurs ne l'ont pas encore vu. Effectivement, on voit bien que là-dessus, les patrons s'autorisent ça. Mais ils s'autorisent ça aussi parce que les Français sont demandeurs de ça. Il y a eu on a publié dans la Tribune dimanche, il y a quelques jours, quelques semaines, un observatoire qui est fait par Havas et qui montre que quand même, pour les Français, les entreprises désormais sont politiques. Vous avez quand même 78% des Français qui pensent que les entreprises font de la politique. Vous avez 78% d'entre eux qui pensent... Non, mais c'est quelque chose, je pense, d'assez nouveau. Vous avez 70% des Français qui pensent qu'il existe des entreprises de droite ou de gauche. Donc vous voyez, ça devient en fait un espace où des positions politiques s'affrontent encore plus qu'auparavant. Charles Rodwell, il fait de la politique, Bernard Arnault, quand il s'invite dans ces négociations entre l'Europe et les États-Unis, parce que l'enjeu, il n'est pas que économique, commercial, c'est aussi l'affirmation d'une Europe politique qui se joue à travers ces négociations. La raison pour laquelle il s'y implique, c'est que les intérêts qu'il défend pour ces entreprises et pour notre pays, c'est l'intérêt de centaines de milliers de personnes qui travaillent en France. Donc moi, je suis très heureux de voir qu'il y ait des patrons. On parle beaucoup de Bernard Arnault, mais il y en a beaucoup d'autres. Prenez Jean-Pascal Tricoire, le patron de Schneider. Quand vous prenez Florent Ménégo, le patron Michelin. Quand vous prenez Olivier Andriès, qui s'est exprimé dans notre commission d'enquête, qui est passé sur votre sujet, qui intervient dans notre commission d'enquête au nom de Safran. C'est des patrons qui ont des avis très différents. D'ailleurs, je pense que votre sujet va le montrer. Ils n'ont pas du tout les mêmes avis sur des questions. Alors, on va le regarder, ce sujet, parce que tout le monde en parle, mais alors, on va peut-être le regarder. L'idée, c'est d'élargir un peu le débat. La seule chose que je voulais dire sur ce point, c'est que je trouve qu'il est très sain que les patrons de nos entreprises prennent leur part dans le débat public, au même titre que les syndicats, au même titre que les associations. Ils ont leur place. Au même titre que les associations tout court, d'ailleurs. Et que le reproche qui nous est fait d'interroger les patrons est, à mon avis, assez illégitime, parce que les mêmes qui se plaignaient que le Parlement prenait soi-disant des décisions hors sol, alors que la vérité, c'est qu'on ne vit pas en vase clos ici. On travaille jour et nuit avec des associations, des entreprises, des représentants, mais les mêmes qui se plaignaient que le Parlement prenait des décisions en vase clos se plaignent pour certains de venir maintenant s'exprimer devant la représentation nationale. Donc moi, je trouve qu'il est très sain que ces chefs d'entreprise viennent s'exprimer publiquement pour exprimer leur point de vue très varié sur des questions structurantes pour la vie de notre pays et pour la vie de notre économie. On va donc élargir un peu le champ du débat, parce que Bernard Arnault, vous l'avez dit, il n'est pas le seul grand patron à avoir fait entendre sa voix ces derniers mois. D'autres ont poussé leur coup de gueule. On fait donc le point avec Stéphanie Despierres. D'ordinaire, les grands patrons français sont très discrets. Pourtant, ces derniers mois, plusieurs figures du CAC 40 ont poussé des coups de gueule. En décembre, lors d'un colloque sur l'électricité, le PDG de Total et l'ancien directeur d'EDF fustigent les lenteurs françaises. J'ai 500 développeurs énergie renouvelable en France qui arrivent à faire péniblement 300 à 400 mégawatts par an. Aux États-Unis, j'ai construit 2 gigawatts en un an, quoi. Je ne peux pas continuer à investir. C'est l'enfer d'investir en France pour des raisons réglementaires. C'est des délais administratifs qui sont juste incommensurables avec ce qu'on vit ailleurs dans le monde. Il faut qu'on s'occupe de ça. Plan de réindustrialisation, commission d'enquête au Parlement, appel au patriotisme face aux droits de douane américains. En ce moment, les patrons de nos fleurons sont très sollicités par les politiques. Alors ils répliquent, parfois vertement, comme le directeur de Safran, aux députés qui l'interrogent sur les freins à la réindustrialisation. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Il y a les patrons qui parlent politique et il y a ceux qui sont tentés d'en faire, vraiment. En une du magazine Économique Challenge, le visage de Michel-Édouard Leclerc et une question, si c'était lui, à l'Élysée en 2027. Le roi des hypermarchés, homme très médiatique, laisse planer le doute sur une candidature à la présidentielle.
pourquoi pas, mais je me sens plus utile sur le terrain. C'est pas forcément d'être candidat à quelque chose, c'est aussi d'accompagner des candidats, c'est aussi d'accompagner des forces politiques, mais en tout cas de nourrir la vie politique. Oui, j'en ai envie. Selon un sondage commandé par l'hebdomadaire, les Français interrogés font plus confiance à Michel-Édouard Leclerc qu'à Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen pour faire des propositions efficaces pour le pays. Seul Édouard Philippe lui dame le pion. Philippe Trainard, alors on évoquera peut-être après le cas de Michel-Édouard Leclerc, mais tous ces coups de gueule de patrons là, est-ce qu'ils sortent de leur rôle et est-ce qu'ils font de la politique ou est-ce que c'est des choses qu'ils faisaient avant plus en coulisses et qui se jouent maintenant devant les Français ? Ça se joue plus maintenant devant les Français, mais c'est parce que la société française a changé et que les débats sont beaucoup plus publics. Je crois qu'ils ont raison de souligner qu'il y a un problème et que ce problème pèse sur notre capacité à créer des emplois et à implanter des entreprises. Et je crois qu'ils sont dans leur rôle... Ils sont légitimes. Ils sont légitimes de dire aux politiques, voilà les problèmes que nous rencontrons quand nous exerçons notre métier. Et d'ailleurs, il est légitime qu'ils soient à un moment donné. D'ailleurs, ces problèmes reviennent jusqu'à l'Assemblée nationale. Naturellement, dans des circonstances comme celles qu'on a vues, où on a un débat sur les droits de douane, il est légitime aussi que le politique, parfois, se tourne vers les entreprises et leur dise aidez-moi quand même à négocier et à gagner une négociation dont vous serez les gagnants, in fine. Mais, par exemple, il est absolument légitime que les entreprises, que Bernard Arnault dise ce qu'il pense sur la façon de négocier les droits de douane. Est-ce qu'on va le suivre? Ça, c'est une autre affaire. Mais qu'il donne son point de vue, c'est extrêmement important. Aurélie Trouvé, vous les accueillez comment, ces paroles de patrons qui pestent contre trop de réglementations, trop de normes, trop de contraintes? Alors d'abord, je veux dire que moi j'ai fait beaucoup d'auditions en tant que présidente de la Commission des affaires économiques avec mes collègues de patrons, évidemment de grands groupes, parce que c'est important, évidemment. Et ils font de la politique au sens de la vie de la cité, hein, c'est ça le sens de la politique, et c'est normal. Maintenant, évidemment... Tous les patrons, d'ailleurs, ne disent pas il faut que l'État se retire du tout. Hein. Moi, j'ai eu des représentants, par exemple des dirigeants de Valeo ou d'autres grandes boîtes qui disent attention, on a trop dérégulé et le président Macron et ses gouvernements ont trop dérégulé. Hein. C'est ça qui a été dit, grosso modo. Il n'y a pas assez de protection aux frontières européennes, mais aussi d'intervention de la part de la France. Bon, il y a ça aussi qui est dit. Ensuite, je rappelle aussi que on entend ici Pouyanné, le PDG de Total, qui dit « j'ai construit ça à l'étranger ». Ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est ses salariés, en fait. Je veux rappeler quand même que la production de la richesse, la valeur ajoutée, c'est les salariés, c'est les travailleurs. C'est celui qui contribue directement et concrètement à produire de l'acier, si par exemple je pense aux salariés d'ArcelorMittal. Et donc ce que je veux dire aussi, c'est que le point de vue des salariés est important. Et que par ailleurs, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui dans ce pays, c'est que les dividendes sont de plus en plus importants. Il y a eu, je crois que c'est plus 30% de dividendes, plus 60% de dividendes en 5 ans, et les salaires ont diminué de 3%. Comment ça se fait que ceux qui détiennent le capital gagnent de plus en plus et ceux qui travaillent gagnent de moins en moins? Et là, il y a un problème. Et là, on doit se mêler de la gestion des entreprises. Où vont les bénéfices? Fanny Guinochet, ce débat, est-ce que les patrons vont trop loin? Est-ce qu'ils sortent de leur rôle? On les entend aussi parfois se plaindre que l'État n'ait pas forcément une vision stratégique à long terme aussi. Ils n'ont pas tort. Il y a quand même eu des ratés dans la gestion de l'État. On voit bien que certaines entreprises, ils peuvent se dire qu'ils pourraient donner des cours de gestion. En même temps, c'est très difficile parce que de l'autre côté, quand vous avez être politique aujourd'hui, c'est pas une sinécure, je pense, vu les injonctions contradictoires. Donc chacun... Si ces deux mondes arrivent à se parler, tant mieux. Là, aujourd'hui, on voit que c'est difficile, que c'est un moment de crispation, mais à un moment ou à un autre, ils reviennent toujours à demander l'aide de l'un ou de l'autre. Bernard Arnault était parmi les patrons qui, au moment des Gilets jaunes, disaient à Emmanuel Macron, il faut peut-être lâcher sur le SMIC. De l'autre côté, vous avez un certain nombre, le politique, qui va demander aux patrons dans certaines zones de garder une usine ouverte parce que pour un bassin d'emploi, c'est important, quitte à avoir quelques pertes
verte. Donc vous voyez, c'est quand même, ce sont deux mondes. Et c'est vrai que pour les Français, c'est difficile de se dire qu'on est toujours en opposition. Si on arrivait un peu à sortir de ça. Parce que oui, les salariés de Total, ils contribuent à la richesse de l'entreprise Total, mais ils en bénéficient aussi. Hein, ce ne sont pas les plus maltraités, les salariés de Total. Et de l'autre, ils ont de l'intéressement, ils ont un certain nombre, ils ont des salaires qui sont plus élevés. Et de l'autre côté, les patrons, ce sont aussi ceux qui prennent des risques, qui donnent un cap, qui effectivement souvent mouillent leur chemise. Quand vous parlez avec les patrons de PME, ils disent oh, bah, moi je prends des risques. Voilà. Donc c'est vrai qu'on voit bien que chacun défend son point de vue. Si on arrivait ça manque un petit peu de dialogue, on va dire, voilà. de dialogue serein. Quand je vous dis qu'il y a une diminution de salaire de 3% en 5 ans et qu'il y a une augmentation de dividendes de 60%, oui, bon, c'est des chiffres. Vous regardez, il y a des chiffres aussi. Oui, mais quand vous regardez par exemple Total, les salaires sont plus élevés que la moyenne. Je vous parle macroéconomiquement, c'est-à-dire il y a un problème. Charles Rodwell, peut-être votre mot là-dessus, et après j'aimerais qu'on parle de Michel-Édouard Leclerc. Moi, je n'ai pas les mêmes chiffres que Mme Trouvé, mais il est évident, par contre, la raison que les dividendes ont plus augmenté que les salaires. Mais deux choses sur ce point-là. Un, il y a des millions de Français qui sont actionnaires de leurs entreprises. Donc quand on parle de dividendes, ces dividendes, ils sont aussi versés aux Français, quelle que soit d'ailleurs leur catégorie socio-professionnelle. Et la deuxième des choses, c'est que tout le monde touche un peu, mais la vérité, c'est qu'on gagne beaucoup moins collectivement, notamment que les États-Unis. On a un modèle économique, macroéconomique, qui nous empêche de créer de la richesse à sa juste valeur en Europe et en France. Et la politique économique qu'on a essayé de mener depuis maintenant 7 ans, avec son lot de succès, c'est de rattraper ce retard en matière macroéconomique, en matière de création de richesse, par rapport aux 30 années qu'on a passées, où le déficit de création de richesse était abyssal entre les États-Unis d'une part et l'Europe d'autre part, au service tout simplement de nous tous. Philippe Trainard, d'un mot, et après on parle de Michel-Édouard Leclerc. Un mot à propos des dividendes, parce que c'est quand même important par rapport au sujet qu'on regardait au départ par rapport à l'étranger. N'oublions pas que les dividendes ont grossi tout simplement parce que nous avons un déficit commercial, c'est-à-dire que nous avons besoin de capitaux étrangers pour financer ce déficit et que donc nous versons de plus en plus de dividendes à l'étranger, premier point. Deuxième point, la structure de nos entreprises devient de plus en plus complexe, c'est-à-dire il y a énormément de dividendes inter-entreprises. Donc le grossissement des dividendes ne signifie pas grossissement des dividendes qu'un Arnaud se met dans sa poche pour s'acheter des châteaux ou je ne sais pas quoi. Pas du tout. Et d'ailleurs, on a bien vu, dans la part, n'est-ce pas, des salaires dans la valeur ajoutée n'a pas diminué, n'est-ce pas? Et ce qui a vraiment augmenté, c'est la part des impôts. Merci. D'un mot, aux deux députés, un grand patron candidat à la présidentielle en 2027, Michel-Édouard Leclerc, ou un autre, vous y croyez? Il y a eu des patrons d'associations, il y a eu des patrons de syndicats, il y a eu des hommes et femmes politiques issus de la société civile aussi qui sont régulièrement cités pour être candidats. Donc pourquoi pas un patron? Aurélie Trouvé. J'ai envie de dire, on a déjà un président de la République qui fait une politique en faveur des grands patrons. Donc je pense qu'il faut maintenant une alternative. Voilà, donc ce ne sera certainement pas un grand patron qui fera l'alternative. Bon. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde. On reçoit à présent un documentariste qui aime entrer dans la vie de ses personnages, que ce soit des artistes ou des hommes politiques. L'humain d'abord pourrait être sa devise. Bonsoir Yves Geland. Bonsoir. Vous êtes le co-réalisateur d'un documentaire en 2 parties qui est consacré à Zelensky, qui est diffusé sur Arte. Une plongée fascinante dans la vie de ce saltimbanque de la télé qui est devenu chef d'un pays en guerre. On voit cela avec Hélène Bonduel. Si on vous invite, Yves Geland, c'est pour évoquer l'incroyable destin de l'homme qui a envahi nos écrans depuis 3 ans et à qui vous consacrez un documentaire, Volodymyr Zelensky. De la scène à la guerre, un parcours qui mêle les souvenirs intimes et les soubresauts de l'histoire. Ces enfants du même quartier vont pendant plus de 20 ans monter ensemble sur les scènes d'Ukraine et d'ailleurs. Le Kvartal 95, du nom du quartier où ils ont grandi. L'histoire d'un gosse soviétique qui rêvait de paillettes et d'applaudissements. Votre film s'appuie sur des archives inédites, sur le témoignage du président ukrainien et celui de ses amis les plus proches. Notre première affiche. C'est comme ça qu'on s'est lancé dans tous ces projets. C'était des projets complètement fous.
Personne ne croyait ça possible, mais lui, si. C'était un leader, un super chef, un homme plein d'idées, comme un brise-glace qui ouvre le chemin. La fiction et la réalité qui se mêlent avec sa série Serviteur du peuple et l'incroyable annonce de sa candidature à la présidentielle bien réelle cette fois, en plein milieu d'un show télé. Мене давно усі запитують, ідеш, не ідеш, я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю. Я іду в президенти України. Sitôt sa déclaration terminée, Zelensky remonte sur scène. Zelensky du burlesque au tragique. Et le tournant ce 24 février 2022, lorsque la guerre éclate, et cette image du président Zelensky qui refuse de quitter le palais présidentiel. Прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Нам важко. Des scènes de spectacle aux scènes de guerre, le pouvoir de l'image n'a jamais quitté le saltimbanque devenu président. Bonsoir Yves Geland. Bonsoir. Alors quand on revoit cette vidéo de Zelensky et de sa garde rapprochée en 2022 devant le palais présidentiel, on voit d'abord l'homme politique et puis quand on a regardé tout votre documentaire, on voit aussi l'ancien humoriste star de la télé qui connaît parfaitement le pouvoir de l'image. C'est aussi ça, Zelensky. Oui, c'est une nouvelle génération d'hommes politiques qui sont presque en avance sur la France en Ukraine quand on voit un peu quel est son entourage. Alors, je ne sais pas si c'est de l'avance, en tout cas c'est une autre manière de voir la politique, même si ici aussi on est très accro aux réseaux sociaux et que les hommes politiques s'en servent. Mais lui, en tout cas, effectivement, c'est un saltimbanque qui est devenu président sans même passer par la case homme politique. C'est-à-dire qu'il n'a pas été élu, il n'a même pas vraiment fait une campagne politique. Et il est passé directement de la scène à la présidence. Tout ça vient de loin peut-être, mais en tout cas, effectivement, il n'a pas été député. Et autour de lui, les gens qui sont autour de lui, eh ben, c'est des gens qui viennent de l'audiovisuel, du spectacle. C'est vraiment un showman jusqu'au bout. C'est un homme qui vient du monde de la culture, qui est allé vers la politique. Ce sont les deux domaines dans lesquels vous avez travaillé. C'est ça qui vous a convaincu d'aller sur ce projet, oui, avec Ariane Chemin et Elisa Vapnet. Voilà, vous êtes à 3 sur ce travail. Oui, c'est ça. On a signé le film à 3 et Ariane est venue me chercher. Ça devait être sans doute en juin 2022, donc quelques mois après le déclenchement de la guerre, ou j'allais dire presque de la Seconde Guerre, puisque la guerre pour les Ukrainiens a commencé en 2014, avec l'invasion du Donbass, enfin l'annexion de la Crimée. Et donc j'avais été cette année-là au Festival de Cannes et j'avais vu Zelensky apparaître un mois plus tard, non, c'était l'année d'avant. Oui, je me trompe d'une année, mais enfin, en tout cas, quand Ariane est venue me chercher, oui, c'est ça. Et quand Ariane est venue me proposer ce film, parce qu'elle avait fait toute une série pour le journal Le Monde, Ariane Chemin, qui s'appelait Les 5 vies de Volodymyr Zelensky. Elle a pensé évidemment à ma passion d'enfance, mes 2 passions d'enfance, qui sont, oui, vous le rappelez, qui sont les artistes et la politique, les hommes politiques et les artistes. Et Chaplin, que vous partagez avec Zelensky, cette passion pour Chaplin. Oui, avec beaucoup d'autres personnes aussi. C'est dans le costume de Chaplin qu'il est devenu lauréat de Danse avec les stars. Exactement. Voilà. Il y a eu plusieurs étapes, mais parmi les différentes étapes, il y a eu effectivement, il y a eu Charlot qui fait partie de ses références, comme d'autres d'ailleurs, puisqu'il nous a confié, comme lui, comme son copain d'enfance, Denis Manchosov, que quand ils étaient gosses, il se passait en boucle les films de Louis de Funès et de Pierre Richard. J'ai découvert dans votre documentaire que Zelensky ne parlait pas l'ukrainien avant de se lancer dans la campagne présidentielle, et il l'a appris pendant cette campagne. On va voir comment, justement, lui-même a un peu mis en scène son apprentissage. Volodya Zelensky est russophone. S'il veut devenir président de l'Ukraine, il doit maîtriser l'ukrainien. Alors il met en scène son apprentissage et invente un nouveau jeu, la langue et les muscles. Все дуже просто. Я вішу. Юра мені говорить слово. Я його перекладаю. Якщо я неправильно переклав, все дуже просто. Я підтягуюсь 2 рази. Огидний. Огидний. Неприятно. Близко. Мерзкий. Неприятный и мерзкий синонимы. Неприятно. 1, 2. Далі. Віхола. Віхола? Офигеть, можно сразу подтягивать. Віхола. А что ж это такое? Alors d'abord, sur cette mise en scène, on est en pleine campagne présidentielle et on a l'impression que ce qui était un point faible pour lui face à son adversaire, Petro Poroshenko, il en fait finalement
un atout presque. Oui, ben c'est son sens formidable qu'il a de l'autodérision. Alors, à vrai dire, il parlait déjà un peu l'ukrainien qu'il a appris à l'école. On a d'ailleurs filmé à Kryvyi-Rih, sa ville natale, ses institutrices, les 2 enseignantes qui lui ont appris l'ukrainien, mais sa langue maternelle, c'est quand même le russe. Et il avait de grosses difficultés quand même à parler l'ukrainien. Et donc, aujourd'hui, il ne parle plus qu'ukrainien, mais là, ça devient presque... Il dirait aujourd'hui que c'est sa langue maternelle, comme auto-persuasion, parce que c'est devenu politique. Et la langue, on le voit, est devenue une question politique. Et avec Ariane, on a demandé à chacun des hommes et des femmes que l'on a filmés de s'exprimer dans la langue de leur choix. Voilà. Vous l'avez évoqué d'un mot, mais votre documentaire, il montre l'enfance de Zelensky dans cette ville à Kryvyi-Rih, c'est comme ça qu'on dit ? C'est ça, oui. Qui est vraiment une ville industrielle triste, humide, où on ne parlait que le russe. Et Zelensky, en fait, c'est plus l'enfant de l'Union soviétique qu'un enfant de l'Ukraine. Oui, on a du mal à l'imaginer. Et quand on est tombé... sur les photos, ses photos de classe et les photos où il noue son petit foulard rouge de pionnier avec l'insigne de Lénine à la boutonnière. On le voit d'ailleurs, c'est lui ici, donc on peut l'apercevoir. C'est celui qui se tient d'ailleurs très souvent sur les photos. Et les photos de groupe, on voit, il y a vraiment le petit Volodymyr qu'on appelait à l'époque, voilà, le voici, qu'on appelait Volodia, qu'on appelait Vova, et les autres. Et il se tient presque au garde à vous. Et il y a une sorte de alors c'est facile de le dire après coup, mais vraiment on a l'impression qu'il y a lui et les autres. D'abord il est le plus petit, il est souvent au premier rang, et puis il a une sorte de détermination dans le regard, là on le voit, c'est devenu l'affiche de notre film, et là oui, il a l'insigne de Lénine à la boutonnière, et donc c'est un petit soviétique qui presque prête allégeance au Parti communiste, comme tous les gosses, à dire vrai, c'est la dernière génération, là il a 12 ans, et il devient donc membre des pionniers, et puis petit à petit, très vite, l'année d'après, l'Ukraine devient indépendante, il dénoue son foulard et il va vraiment avec satisfaction, il nous le dit, même s'il dit honnêtement à cet âge-là, il n'était pas vraiment politisé, sa conscience politique sera très tardive. Alors, la grande richesse de votre documentaire sont les archives que vous nous faites découvrir, un énorme travail sur les archives. Elisa Vapnet qui les a c'est elle qui s'en est occupée. Ça, oui, elle est russophone et donc elle a pu retrouver notamment dans cette émission le fameux KVN, et c'est des heures et des heures. KVN, c'est une sorte d'interville du rire, on va dire. Ça, on peut dire ça. Mais qui rassemblait tous les pays de l'ex-URSS après la chute de l'URSS. C'est entre l'Interville et l'Eurovision. Enfin, c'est un énorme télécrochet où on va tester ce qui va servir beaucoup encore aujourd'hui à Zelensky. On trouve des traces de cette formation qui va être pour lui d'ailleurs un ascenseur social, qui est finalement le sens de la répartie. Et c'est la tête et les jambes aussi. Et puis c'est savoir danser, savoir faire rire. Je crois que ça s'appelle le club des joyeux débrouillards, littéralement, le KVN, voilà. Alors, on y voit l'homme de spectacle, l'humoriste, la star de la télé, puis on voit dans votre documentaire la mue de Zelensky. On va regarder sa première prise de parole politique, c'était en 2014, juste avant ce que vous avez appelé la première guerre d'Ukraine. Et alors, ce jour-là, Zelensky quitte son costume d'humoriste et il s'adresse directement à Vladimir Poutine. On va regarder ça. Уважаемый Владимир Владимирович, не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина, мы действительно братские народы. Мы все друг друга понимаем, независимо от языка. Если вы хотите, я лично, я вам честно говорю, я готов, не знаю, надо вам, я могу вас умолять на коленях. Но не ставьте на колени, пожалуйста, наш народ. Ce jour-là, donc, il parle en russe et il se dit prêt à supplier Vladimir Poutine à genoux de ne pas s'en prendre aux frères ukrainiens. Il ne comprend pas. On est très loin du Zelensky d'aujourd'hui. Oui, et il s'adresse d'ailleurs aussi en même temps aux ultranationalistes ou aux nationalistes ukrainiens en disant mais laissez tranquille ceux qui veulent parler russe en Ukraine. Voilà. Et donc il est dans une position de pacification et le fait qu'ils disent je suis prêt à m'agenouiller devant Poutine pour que le peuple ne soit pas à genoux, lui sera ensuite reproché lorsqu'il sera vraiment candidat. Là, à ce moment-là, ce jour-là, il ne pense pas une seconde être candidat à la présidence, il a vraiment pas ça en tête. Et ça lui sera reproché par Poroshenko en disant « mais vous vous rendez compte, vous vous agenouillez devant Poutine ». Donc il a une position, oui, d'essayer, ça a toujours été ça, même pendant sa campagne, de faire en sorte que le sang ne coule pas. Et d'ailleurs, lorsqu'il fera son discours comme président, son discours d'investiture, il dira je vous ai fait rire jusqu'à maintenant et j'espère ne pas vous faire pleurer. Je ferai tout pour ne pas vous faire pleurer. C'est ça. Donc ne pas, hélas,
l'avenir en décidera autrement. Vous montrez aussi ce moment important dans sa bascule justement vers la politique, c'est quand il prend conscience qu'il est populaire. Et qu'il est populaire auprès justement des soldats ukrainiens. En 2014, il se rend sur le front, dans le Donbass, il va rencontrer les troupes ukrainiennes. C'est un moment important, vous pensez, dans... Oui, je pense. En tout cas, on l'a interrogé là-dessus, hein, donc on l'a vu en fin août, et il nous dit que pour lui, c'est vraiment un moment important. C'est un moment important parce qu'il voit la guerre de loin jusqu'à maintenant, ça ne l'intéresse pas, les questions militaires, il n'a jamais eu rien à faire de ça jusqu'à maintenant. Il faut rappeler que c'est un homme qui a peur de la vue du sang. Il n'a pas voulu faire son service militaire. Il a échappé au service militaire, ce qui va lui être évidemment reproché par son adversaire pendant la campagne présidentielle. Et donc, tout d'un coup, il se retrouve, à quelques kilomètres ou centaines de mètres du front au Donbass, et il rencontre, ces hommes et ces femmes, et il voit combien, avant même la série Serviteurs du Peuple, le fait qu'il soit tous les soirs, le samedi, à faire ses shows avec sa bande de Krylyrik, ses joyeux copains du Kvartal 95, il mesure sa popularité. Est-ce que et à ce moment-là, parce qu'il y a des soldats qui lui disent si tu te présentes, je vote pour toi. Oui. Alors à ce moment-là, l'élection est encore loin et il n'y pense pas vraiment. Ouais. Mais rétrospectivement, ça nous a quand même interpellé que notamment Yuri Tira, qui l'accompagne ce jour-là, qui est un des témoins du film, puisqu'on a tous les gens qui ont jalonné sa vie de l'enfance jusqu'à la présidence, se rappelle très bien de ce moment-là où il y a des soldats qui lui disent « vas-y, présente-toi ». Peut-être que là, il y a eu une petite chose qui a germé, on ne le saura pas vraiment, mais en tout cas... Ce qui est sûr, c'est que dans la foulée, peu de temps après, il se lance dans cette série Serviteurs du Peuple dont vous avez parlé. Qui n'est pas encore, à ce moment-là, un instrument électoral, qu'il deviendra uniquement lors de la 3e saison. La fin de la dernière saison. Donc il y incarne un Ukrainien un peu lambda, on va dire, qui se retrouve propulsé à la présidence de l'Ukraine. Serviteurs du Peuple, ce sera ensuite d'ailleurs le nom de son parti quand il se lancera. Hein. Mais c'est incroyable. Quand on réfléchit quand même que ses copains, qui jouent le rôle de ses copains dans la série, ils sont originaires ses copains d'enfance sont dans sa troupe au tout début, puis il l'accompagne. Il joue le rôle des copains d'enfance ensuite dans la série. Oui. Celui qui est le scénariste de la série aujourd'hui devient la plume du président. Le nom de son quartier, Kvartal 95, va devenir le nom de sa troupe. Donc tout est entremêlé dans une confusion pas possible. Il en joue, et il en joue de manière assez brillante finalement. Et on va écouter un moment très fort dans votre documentaire. C'est justement une de ses amies d'enfance qui fait partie de sa troupe et qui a participé à cette série-là, Olena. On l'écoute et on en parle après. Au départ, c'était une série comique. Et ça s'est transformé en cauchemar. Et ceux qui disent maintenant que ça faisait partie d'un plan, cette série et toute la campagne électorale. Non. Rien n'était prévu. Ça s'est fait comme ça. C'est devenu la vraie vie et nous sommes sortis du scénario. Ces larmes et ces phrases, elles sont terribles. On sent presque une pointe de regret. Comment vous les interprétez? Comment vous les accueillez? Parce que on lui a montré beaucoup d'images, notamment des jours heureux et de. Mais c'est aussi peut-être, ça donne le sentiment que tout est parti d'une sorte de blague à la Coluche qui a mal tourné, en tout cas qu'elle le vit comme ça. Oui, et puis il faut savoir le moment où on la filme, c'est-à-dire que une demi-heure avant, on a eu une alerte et il y a eu l'alarme qui a sonné, il fallait descendre aux abris, donc elle est très présente dans leur vie aujourd'hui. Et donc maintenant, c'est évidemment, il y a quelque chose qui leur a échappé et il n'est quasiment pas question de la guerre dans cette série. Donc ça, ce n'était pas dans le scénario, elle le dit, à part une séquence que je vous laisse découvrir dans le film qui clôture presque ces 2 épisodes et où on voit que, oui, il y a un petit peu déjà quelque chose de prémonitoire qui était un rêve dans le film et qui devient aujourd'hui un vrai cauchemar. Un mot de la place de ses amis, dans son entourage, dans sa vie. Vous l'avez dit d'un mot, mais on le voit dans votre documentaire, son chef de cabinet et celui qui écrit ses discours aujourd'hui, ils l'ont accompagné avant cette période de sa vie. Oui, lui c'est pas le chef de cabinet, lui c'est la plume du président. Et derrière, vous voyez André Yermak, qui est le numéro 2 de la présidence, qui est le chef directeur de cabinet, et qui lui travaillait déjà pour le Kvartal 95. C'est un ancien producteur, il a produit des films de gangsters, et cet homme-là était l'avocat de la boîte de production. La boîte de prod, ouais. Donc ils viennent tous de ce milieu-là, effectivement. L'amitié, c'est quelque chose d'important dans et on lui reproche même d'ailleurs de
de ne s'entourer que d'un tout petit cercle de très proches, qui sont souvent des gens de Créviric, des gens qui l'ont accompagné déjà dans le milieu du spectacle, des shows, de l'audiovisuel, et qui sont souvent toujours les mêmes, à qui il fait confiance et qui ne sait pas élargir trop vraiment son entourage. Ouais. Un mot quand même de Lamy en chef de guerre, parce que quand il parle des premières années de son mandat, on sent qu'il ne se sentait pas à sa place. Et en fait, il n'était pas fait pour ça, il était fait pour devenir chef de guerre, parce que c'est là qu'il se révèle finalement. Et personne ne pouvait l'imaginer, c'est ce qui est passionnant, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette entreprise. Et quand on parle de toutes les vies qu'il a eues, c'est que personne ne pouvait imaginer qu'il se révélerait, et que c'est ça, enfin, la mutation de cet homme, cette transformation qu'on raconte, depuis son enfance jusqu'à la présidence, c'est vraiment février 2022 qui va tout changer. Qui va tout changer dans les paroles, qui va tout changer même dans le physique. Vous regardez-le, il s'est laissé pousser la barbe, il s'est laissé pousser les muscles. C'est-à-dire qu'il a même, comme c'est un acteur, il a réussi à trouver une autre manière de s'habiller. Très longtemps en couleur militaire, et depuis peu, il est en noir. Et évidemment, c'est là qu'il va se révéler. Comme président, il a d'une certaine façon déçu entre 2019 et 2022. Merci beaucoup Yves Geland d'être venu nous voir sur le plateau de Savoir. Je rappelle le titre de ce documentaire, donc, qui est en 2 parties à voir sur Arte en replay. Zelensky. Merci. Merci à vous. C'est l'heure de la question qui fâche à présent. Merci à vous de nous accueillir pour cette question qui fâche. Vincent Jeanbrun, vous êtes ancien maire de L'Haÿ-les-Roses, député du groupe de la droite républicaine. Face à vous, Hakim El Karoui, bonsoir. Vous êtes essayiste, président du club 21e siècle et fondateur du cabinet de conseil Volencia. La question qui fâche aujourd'hui, faut-il développer l'enseignement de l'arabe dans les écoles publiques? C'est ce que préconise le rapport sur l'entrisme des frères musulmans. On va peut-être commencer par une mise en perspective de ce débat, si vous le voulez bien, avec Clément Perrault. Notre question qui fâche nous est inspirée ce soir par le rapport sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France. Il préconise notamment de renforcer l'apprentissage de l'arabe à l'école. Les chiffres à ce sujet sont éloquents. En 2023, dans les lycées français, seuls 3 356 élèves apprenaient cette langue. En 2024, seuls 7 postes sur 1271 en langue vivante ont été ouverts à l'arabe au CAPES, le concours des enseignants. Alors qu'on estime à 5 millions le nombre de personnes d'origine arabe en France, cette langue est clairement sous-enseignée. Elle semble souffrir de certains préjugés. La langue, vous savez, c'est ce qui véhicule la culture, l'imaginaire. Donc la langue arabe, c'est la langue de l'islam, c'est la langue des Maghrébins, c'est la violence, tout ce qui est véhiculé actuellement. Le rapport pointe une problématique. Le manque d'enseignement de l'arabe dans le cadre scolaire laisse la porte ouverte à un apprentissage dans d'autres cadres, notamment les mosquées. La langue s'apprend alors en même temps que le Coran et les cours deviennent autant religieux que linguistiques. Un phénomène dénoncé par plusieurs responsables politiques, à commencer par le président de la République, c'était en 2020. Et il faut sur ce sujet sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous sommes. Quand nous ne l'enseignons pas à l'école ou dans un périscolaire qui est compatible avec les lois de la République, nous acceptons qu'il y ait plus de 60 000 jeunes aujourd'hui qui vont l'apprendre dans des associations qui leur proposent, pour le pire. D'autres politiques en responsabilité ont voulu développer l'arabe, comme Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin ou plus anciennement Najat Vallaud-Belkacem et Nicolas Sarkozy. Mais ces annonces sont restées au stade des intentions. Ils faisaient face à une forte opposition politique. Alors notre question qui fâche est la suivante, faut-il développer l'arabe à l'école ? Hakim El Karoui, vous plaidez depuis des années pour l'enseignement de l'arabe dans les écoles publiques. Je crois que vous aviez évalué dans un rapport en 2017 qu'il y a environ 6 millions de personnes en France qui sont d'origine arabe, on va dire, qui sont pour la plupart français, mais... et face à cela, on a eu l'an dernier 7 postes qui ont été ouverts au CAPES d'arabe, 7 postes sur 1271 pour l'ensemble des langues vivantes. Comment est-ce que vous expliquez un tel écart ? Parce que, comme l'a démontré votre reportage, il y a des discours politiques sur ce sujet. Je pense que quand on parle à des dirigeants et qu'on essaye de leur expliquer, on réussit à les convaincre. La mise en œuvre n'a jamais suivi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'éducation nationale n'est pas très à l'aise.
elle vit avec le mythe, vous savez, de l'assimilation, mais déjà de l'assimilation des provinces, du patois. On n'en est pas encore sorti, vous pensez? On en est en plein. Après, il y a toujours des polémiques politiques, politiciennes, pour dire mais non, surtout pas, ça va créer du communautarisme. Alors qu'en fait, enseigner l'arabe, d'abord, face à la montée de l'islamisme, c'est une façon d'avoir les enfants à l'école et pas à la mosquée, parce que c'est un produit d'appel pour les mosquées. C'est ce qui est dit dans ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Voilà, hein, c'est très important. Et puis, plus profondément, l'islamisme des jeunes, c'est quoi? C'est en fait très largement une recherche d'identité. Dans un contexte où ils ont perdu le lien avec la culture d'origine. Et la religion qu'on leur sert, qui est d'ailleurs sur les réseaux sociaux beaucoup plus que dans les mosquées ou par les frères musulmans, c'est une sorte de prêt-à-porter idéologique, prêt-à-porter de comportement. Et en fait, enseigner l'arabe, c'est pas enseigner la religion. C'est comme on enseigne l'anglais, on apprend une langue, mais aussi une histoire, une culture, une tradition. Donc c'est une façon de reconnecter à une réalité, de casser les fantasmes. Et en fait, c'est une façon très utile de lutter contre l'emprise islamiste. Vincent Jeanbrun, vous n'êtes pas favorable, je crois, à l'enseignement de l'arabe dans les écoles publiques. Quel problème est-ce que ça soulève à vos yeux? Alors, ce n'est pas tout à fait ma position. Le groupe La Droite Républicaine défend l'idée qu'il faut juste prioriser les choses. Donc, d'abord, ayons une école qui apprend le français et qui l'apprend bien. Et après, on peut s'ouvrir à d'autres langues. Mais on s'ouvre déjà à beaucoup d'autres langues. Moi, je suis d'origine italienne, j'ai été très heureux l'italien, le chinois, le russe. Que l'école de la République m'ait permis de nouer avec la culture qui était celle de mes grands-parents, avec cette langue qui est un outil formidable. Et on n'a pas eu besoin de mêler l'italien à une religion pour me l'apprendre. Donc, sur le principe, évidemment qu'il faut plutôt pouvoir permettre dans un cadre républicain. Et toute la difficulté et la critique qui a souvent été portée, c'est que ça existe déjà l'enseignement de l'arabe comme d'autres langues à l'école, et cela dès le primaire. On propose 1h30 de cours en plus par semaine dans nos écoles. Mais qui le fait? Souvent des professeurs qui sont, et c'est des conventions qui datent, d'origine du Maroc, de la Tunisie, d'Algérie. Et c'est là où la question se pose, puisqu'ils sont censés, à travers ces cours, être encadrés par les lois de la République, et notamment la laïcité, les valeurs de la République, l'égalité homme-femme. Or, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on a découvert qu'on n'avait personne qui contrôlait réellement ce qui se passait dans ces cours. Hakim El Karoui, peut-être par rapport à ces arguments-là. En fait, on parle de deux choses différentes. L'enseignement de l'arabe dont je parle, c'est une langue vivante 3. En gros, en général, à partir de la seconde. Ce dont vous parlez, c'est le système des ELCO. Les langues et cultures d'origine, qui datent des années 75, où il y avait des accords avec des pays qui étaient des pays d'émigration, avec l'idée que les enfants, les parents allaient rentrer dans le pays, et que donc il fallait leur apprendre la langue et la culture d'origine. Et donc, effectivement, des États envoient des instituteurs, parce que c'est en primaire. Moi, je l'ai fait, donc je peux en témoigner. C'est pas ces instituteurs qui sont très sélectionnés. Là où il y a vraiment un sujet, c'est peut-être les Turcs. Parce que les Turcs, il y a une dimension politique dans tout ce que fait l'État turc pour contrôler les Franco-Turcs. Mais en fait, on parle de deux choses. On peut être contre les ELCO, qui en général ne marchent pas, pour une raison simple, c'est que l'arabe qui est enseigné, c'est un arabe classique, donc c'est un arabe qui n'est absolument pas parlé et qui n'a pas d'usage. Mais moi, ce pourquoi je plaide, c'est pas celui-là. C'est l'arabe à l'école par des professeurs, des enseignants de l'école publique, français, certifiés, agrégés, et le mettre à disposition. Là-dessus, c'est pas une question qui fâche, parce que je peux être que d'accord avec vous. Tant mieux. L'école de la République, elle s'enrichit d'avoir ses enfants et ses élèves qui apprennent un maximum de langues, et en plus, vous aviez raison de le dire, le reportage le disait bien, il y a une logique aussi de retrouver ses racines et d'avoir des outils pour mieux comprendre un certain nombre de choses et de textes. Mais par exemple, quand on a fouillé les archives, on a vu que Annie Genevard s'était opposée, par exemple, en 2016, à Najat Vallaud-Belkacem quand elle a voulu développer l'enseignement. De l'enseignement en primaire à l'époque de Najat Vallaud-Belkacem. Mais je pense que le défi qui est le nôtre, c'est justement de ne pas attendre le collège. Et là-dessus, on a un enjeu, parce que moi, je vois les gamins qui vont fréquenter, vous disiez, produits d'appel des mosquées. Et quand c'est une mosquée, j'allais dire, pignon sur rue, sans problème, eh bien, c'est libre à chacun d'aller, évidemment, la fréquenter. Mais de fait, vous avez des parents qui se disent, il faut absolument que mes enfants apprennent la langue de mon pays d'origine. Et ils le mettent dans un espace religieux, sans forcément être en demande de l'apprentissage religieux. Et là, on a un problème. Donc, c'est finalement surtout au primaire qu'il faut se poser la question, parce que bien souvent, quand les gamins arrivent au collège, c'est déjà trop tard. Et c'est là où, quand ils ont fréquenté les mauvais lieux de culte, il peut y avoir de l'endoctrinement.
pour le coup. Un mot là-dessus, votre regard? Moi, je ne suis pas du tout en désaccord. Oui. Après, il n'y a pas de professeur de l'école de la République en primaire, d'abord parce qu'il n'y en a pas pour apprendre l'arabe, il n'y en a quasiment pas pour apprendre l'anglais. Et donc l'arabe, vous voyez le nombre de postes qu'il y a, il est quasiment il est très limité. Une dernière chose peut-être, aujourd'hui, avec l'évolution des choses, en fait, il y a tellement plus d'enseignement de l'arabe à l'école publique, c'est que les parents en fait ne le demandent plus. Donc on a des profs avec des classes qui sont vides ou quasiment vides. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe de se tourner peut-être davantage vers les écoles coraniques et parce qu'il y a une concurrence. Les écoles coraniques, oui, enfin il faut, disons les mosquées. Et il y a une concurrence et les gestionnaires des mosquées, parce que c'est un produit d'appel, parce que c'est aussi une source de revenus, en fait expliquent aux familles qu'il ne faut surtout pas apprendre l'arabe à l'école parce qu'il est mal appris. La réalité, c'est qu'on apprend beaucoup mieux l'arabe à l'école qu'à la mosquée. D'un mot, pour conclure, Vincent Jeanbrun, votre groupe a déposé lui aussi des propositions en réaction à ce rapport sur l'entrisme des frères musulmans. D'un mot, ça consiste en quoi? J'ai souhaité proposer une proposition de loi pour créer un nouveau délit, pour pouvoir faire en sorte que la République, qui est attaquée, on le voit bien dans ce rapport, puisse se défendre mieux, et c'est-à-dire condamner tout propos, discours, contenu anti-républicain. C'est-à-dire finalement des propos qui viendraient faire une sorte de classement entre ceux qui seraient des suprémacistes parce que pratiquant la bonne religion, et les autres. On parle bien évidemment d'extrémistes. Et donc pour moi, c'est fondamental que cette proposition de loi soit proposée. Ce sera inscrit à l'ordre du jour prochainement? Vous avez une date? Pour l'instant, elle a été déposée aujourd'hui et ça permettra de voir qui la signe, puisqu'on a proposé à tous les députés de l'hémicycle de la voter. On suivra ça. Qui sont Merci les amis beaucoup. de la République et ceux qui sont les ennemis de la République. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ça vous regarde. C'est fini pour ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. Bonne soirée sur LCP.